Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Patrice est ressorti, on va peut-être l'attendre avant de démarrer. Il doit être par là. Ok, bon, on va attendre quelques minutes, mais bon, je vais quand même en profiter pour saluer le public, en ligne. La presse n'est pas présente pour le moment, je ne sais pas s'ils nous rejoindront. Et je pense avoir vu tout le monde, mais pour ceux qui nous regardent en ligne, on est encore le 29 janvier. Il est toujours temps de souhaiter les vœux de meilleure année 2025 à toutes et à tous. J'espère que ça a bien démarré sur ce premier mois. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets personnels, politiques, professionnels, la santé évidemment. Et puis j'espère que ça s'ouvre sous de très bonnes augures pour les travaux de notre Assemblée. Je vais procéder à l'appel. Sandrine Buisson, Claude Tabuy, Sylvie Sermon-Dadaz, Thierry Bétaz, Saïda Adour, Marc Locatelli, Corinne Favre-Rochex, Théo Lombard est absent d'une procuration à Sandrine Buisson, Laurence Potier, Isabelle Belin, Nadège Châtel est excusée d'une procuration à moi-même, Catherine Collomb est excusée d'une procuration à Sébastien Cotet, Jean-Pierre Genin, Sylvie Charnot, Martine Osselin est absente. Elle m'avait donné procuration à moi, comme on ne peut pas en avoir deux. On est en train de voir si on arrive à récupérer une procuration. Donc Corinne Favre-Rochex, tant qu'on n'a pas la confirmation, elle sera considérée comme absente sans pouvoir. Christelle Itnac est toujours en convalescence de grossesse et donc est absente et donne procuration à Laurence Potier, Patrice Jupil, Pascal Ménan, Sonia Mokedem, Jean-Michel Rebet, Zekaï Yavouzès est absent et donne procuration à Claude Tabuy. Taylor de Voissou, Benoît Chambourdon est absent et donne procuration à Marie Fischer, Jean-François Villers, Marie Fischer, Yves Minot, Nicolas Orsier, Patrice Contat n'est pas encore en salle mais est présent, Virginie Danvansung, Michel Langlais et Nicole Ranard est absente et donne pouvoir à Patrice Contat. On va devoir désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire ? Saïda Adour, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci à Saïda et merci à tous. Et voilà, Patrice nous rejoint et nous allons... Non, aucun souci. Et nous allons donc pouvoir commencer avec l'approbation du procès-verbal des conseils municipaux. Non, je ne suis pas sur le bon là. L'approbation des procès-verbal du conseil municipal du 27 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Bonsoir. Du coup, nous demandons à ce qu'apparaisse sur le procès-verbal la coupure de micro en contexte d'intervention de M. Chambourdon en fin de séance. Très bien. Est-ce qu'on peut faire apparaître au procès-verbal que j'ai coupé le micro de M. Chambourdon en fin de séance? Très bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? On a 3 abstentions, 4 avec le pouvoir. Je vous remercie. On passe donc à la partie institutions et vie politique, avenant numéro 2 à la Convention de mission et d'objectifs 2021-2024 entre la commune et la MJC Centre Social de La Roche-sur-Foron. Je cède la parole à Saïda. Oui, alors, comme les le point numéro 1 concerne l'avenant numéro 2. Donc le 14 octobre 2021, la commune de La Roche-sur-Foron et la MJC Centre Social de La Roche-sur-Foron ont signé une convention pluriannuelle de mission et d'objectifs. Cette convention d'une durée initiale de 3 ans, 2021 à 2023, officialisait le partenariat qui existait entre la commune et la MJC et fixait les engagements réciproques des parties. Un avenant prorogeant cette convention d'1 an avait été signé. Au regard des actions des 4 années écoulées, les parties ont convenu qu'il était pertinent de proroger ladite convention une nouvelle fois, afin de préciser les nouveaux objectifs et missions d'une nouvelle convention pluriannuelle en fonction des besoins du territoire au choix. Donc, un nouvel avenant doit donc être signé en conséquence. Vous l'avez eu en annexe 2. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Saïda. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, j'ai quelques questions parce que c'est un sujet qui n'est jamais abordé en commission municipale. On ne sait même pas exactement à quelle commission ça se rapporte, comme c'est un sujet très transversal. C'est déjà le deuxième effectivement avenant qui est signé. L'année dernière, on avait déjà posé des questions. On nous avait dit que c'était une question qui serait rapidement, que la question de la nouvelle convention serait rapidement réglée, que le projet social était en cours de finalisation. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque encore la signature de la nouvelle convention? Est-ce qu'il y a encore des obstacles, des sujets en débat, réflexion?
ou est-ce que cette convention arrive? Alors, la convention doit arriver dans l'année. Donc, il y a effectivement eu, il y a 1 an et demi, le projet social qui a été travaillé. La MJC travaille aussi sur son projet culturel aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la volonté de la MJC actuellement de travailler au-delà du territoire de la ville de La Roche et de pouvoir avoir quelques actions délocalisées sur le territoire intercommunal. Et donc, tout ça était en préparation. Il y a eu un énorme travail de la MJC, dont je salue au passage, et la présidente et le directeur qui font un très très gros travail en collaboration avec toutes les forces vives du territoire et les élus des autres communes. Et comme a priori ce projet de délocaliser des actions MJC sur le territoire intercommunal semble prendre une bonne tournure, on préfère être dans l'attente pour avoir une convention qui puisse aussi coller à ça sur la question des moyens notamment. Ok, donc on se dirige vers une convention qui serait intercommunale plutôt qui serait délocalisée sur... Non, en fait, la convention ne serait pas intercommunale, on aurait vraiment une convention bipartite, Ville de La Roche et MJC, pardon, mais comme des actions qui sont aujourd'hui portées sur le territoire communal demain deviendraient peut-être de rayonnement intercommunal, ça aurait des impacts sur la façon dont on inscrit ces sujets-là dans la convention entre la ville et la MJC. Après, aujourd'hui, même si ça a été mis à l'ordre du jour de la communauté de communes, il n'y a pas de volonté de la part des autres communes d'avoir un transfert de compétences intercommunales de la MJC Centre Social, mais sans doute qu'il y a des motifs à parler de sujets plus pluricommunaux, ou en tout cas de voir des actions au fur et à mesure se disperser sur l'ensemble du territoire intercommunal. Mais on n'est pas à la veille d'un transfert de compétences sur le sujet, si c'est un peu la question. Oui, c'était la question, quel est l'intérêt pour la commune, au regard du fait que c'est la commune de La Roche qui verse voilà, la subvention à la MJC, quel est l'intérêt d'intercommunaliser actuellement, oui. Mais voilà, effectivement c'est quelque chose qui est envisagé alors à court ou moyen terme. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table. Oui, Patrice. Oui, effectivement, c'est un sujet dont on avait parlé lors du conseil municipal du 10 avril 2024, ce qui avait été déjà évoqué à l'occasion de la signature de la convention, c'était que le coût pour la commune de La Roche, de la MJC, est de l'ordre de 294 000 euros, en gros 300 000 euros, concernant son fonctionnement. Et en plus, la commune prend en charge le paiement des fluides. C'est ce que j'en avais compris. Eau, électricité et chauffage d'un bâtiment qui est assez vétuste et énergivore. En face de ça, la MJC, avec un peu plus de 2000 adhérents, c'est seulement 50% des adhérents qui sont rochois. Donc on voit bien que finalement la ville de La Roche, je dirais, participe plus qu'elle ne le devrait finalement au fonctionnement de la MJC. Donc nous, on est d'accord avec finalement ce nouvel avenant d'1 an. Par contre, on a le sentiment de façade que rien n'a bougé par rapport à tout ce qu'on s'est dit il y a bientôt 1 an, au mois d'avril 2024, avec le basculement vers une compétence intercommunale. Donc notre position, c'est que les autres communes devraient participer davantage. Et nous, on promeut le fait qu'on avance sur ce sujet-là et qu'on puisse finalement aller vers cette intercommunalité le plus rapidement possible et faire en sorte que les autres communes finalement participent dans leurs moyens. C'est en tout cas ce que nous on demande. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que tu nous avais rassuré sur le bâtiment et sa structure par rapport à sa solidité l'année dernière. Il n'empêche qu'on est quand même relativement souvent alerté sur un état de délabrement qui est quand même très, très marqué, et encore plus marqué un an après qu'on a parlé de ça déjà. Donc il y a un vrai, je pense, un enjeu de temporalité à agir sur ce sujet-là, qu'on aille vers l'intercommunalité, qu'on se positionne par rapport à cet élément-là. Puis l'autre élément par rapport à la rénovation, la destruction, la reconstruction, qu'on a un véritable projet autour de la MJC. Oui, alors je vais répondre du coup à l'envers de tes interventions, Patrice. Déjà, alors je confirme, il n'y a toujours pas de défaut de grand danger par rapport à la structure. Aujourd'hui, c'est surveillé de près et par nos équipes techniques et par des bilans qui avaient été faits aussi par des cabinets extérieurs. Il n'empêche que ce sujet du bâtiment MJC, il est sur la table. Là, on a déjà eu des discussions avec et le conseil d'administration et la direction de la MJC pour envisager quelque chose alors à court terme, ça sera un grand mot, mais en tout cas à moyen terme, pour projeter dans des délais relativement brefs
un projet qui permette d'avoir un cap qui soit clair et fixé. Par rapport au financement de la MJC, il y a je crois, alors pas une méconnaissance, mais un point de vigilance à avoir par rapport aux chiffres qui sont donnés. Effectivement, la ville de La Roche, dans le financement, occupe près de 90% du financement des subventions communales de la MJC, et ses adhérents représentent une cinquantaine de pourcents. Sauf que quand on regarde ça, on regarde avec un prisme qui est uniquement celui des activités à la MJC. Or, la MJC aujourd'hui, notamment sur le caractère centre social, c'est bien plus que les activités traditionnelles que tout le monde connaît à la MJC sur la musique, sur le sport et sur tout genre de choses. Et finalement, une des grosses parties du volume du coût, elle revient aussi sur cette partie centre social. Et sur la partie centre social, ce que nous montrent les données MJC, c'est que si tout le territoire intercommunal en profite, il y a une beaucoup plus grande part des Rochois qui en sont bénéficiaires, qui justifie aussi ce financement. Il n'empêche qu'on se rejoint, je crois, sur l'importance que chacun puisse prendre sa part dans ce sujet. Mais depuis 2 ans maintenant, et au fur et à mesure d'un travail patient et minutieux, d'une très bonne entente entre la ville et la MJC, et aussi d'une ouverture qui n'avait pas eu lieu jusque-là de la part des autres communes de la communauté de communes, on a un vrai lien intercommunal qui se crée. Et on a eu, il n'y a pas plus tard que 6 ou 8 semaines, une grande réunion de présentation justement de projets délocalisés intercommunales où était représentée la totalité des communes de la communauté de communes en plus de la MJC. Et on s'est fait la réflexion en fin de réunion que c'était la première fois que ça arrivait que toutes les communes et la MJC soient réunies autour d'une même table. Alors, ça pourrait avancer plus vite, ça pourrait avancer d'une manière différente. En tout cas, il y a des vraies avancées et des vraies convergences dans le travail collectif qui est mené. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment au mérite de la MJC qui a vraiment réussi à faire comprendre son importance sur le territoire et qui a su trouver les leviers pour aller interpeller les élus des autres communes qui aujourd'hui sont effectivement très réceptifs, et je crois que c'est de très bon augure pour la suite. Je vous remercie, je vous propose... Oui, Nicolas. Oui, très rapidement, parce qu'il y a la question, effectivement, ce que soulevait Marie, sur le fait que ces discussions, elles ont lieu dans, en tout cas, aucune commission municipale. Tu parlais qu'il y a une non-volonté des communes d'intercommunaliser pour le moment. Du coup, en fait, où ont lieu ces discussions? Et là, tu parles d'une présentation, en tout cas, nous, en tant que groupe minoritaire, on n'avait pas entendu parler. Donc, en fait, où se passent ces discussions et pourquoi on n'est pas incorporé au vu du sujet qui interpelle tout le monde et qui est important pour toute la ville, en fait. C'est une réunion qui était organisée entre les maires de la communauté de communes et la MJC. Donc, du coup, c'est juste les maires qui participent, et je trouve ça dommageable, en fait, que ça soit pas plus ouvert sur un sujet si important. Oui. Très bien. Je vous propose de passer au vote et donc d'approuver la nécessité de proroger d'une année la convention initiale de mission et d'objectifs 2021-2024 signée entre la commune et la MJC Centre Social, d'approuver l'avenant numéro 2 à la dite convention présent en annexe et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer l'avenant et tous les actes nécessaires à son exécution. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Avenant numéro 2 à la convention de mission et d'objectifs 2021-2023 entre la commune et l'office de tourisme. Claude. Oui, donc la commune est liée avec son office de tourisme par des conventions triennales. La dernière donc en cours a été signée de 2021 à 2023, prolongée d'une année ici même pour permettre le transfert vers l'intercommunalité. Le transfert n'est pas tout à fait encore bouclé, et pour qu'on puisse, sur les mois qui arrivent, financer l'office de tourisme et boucler ce transfert-là, il est nécessaire de prolonger. Il proposait encore une année supplémentaire, sachant que l'objectif est évidemment de pouvoir transférer avant le terme de cette année-là pour pouvoir avancer. Alors, pour vous donner quelques détails sur le transfert et où on en est, donc les statuts de la CCPR ont été approuvés, nous les avons votés en conseil communautaire et conseil municipal, et ces statuts actent la prise de compétences tourisme. Ils concernent les missions obligatoires des offices de tourisme, mais pas les missions optionnelles. Parce que le code en fait général spécifie dans la compétence tourisme ce qui est des missions obligatoires. Notre office exerce 3 missions optionnelles qui sont l'animation,
la commercialisation et la valorisation du patrimoine. Sur ces missions optionnelles, il est prévu que l'animation reste dans les mains de la ville de La Roche, parce que les animations exercées par l'Office concernent notre ville exclusivement. Par contre, les deux autres missions optionnelles, que sont la commercialisation et la valorisation du patrimoine, elles ont plutôt une vocation intercommunale, et elles le fait déjà, enfin l'Office de tourisme le fait déjà, en travaillant sur les journées du patrimoine, par exemple, à l'échelle du Pays Rochois. Pour que ces missions optionnelles soient reprises par la CCPR, alors ce n'est pas dans les statuts qu'on les retrouve, mais c'est dans l'intérêt communautaire, qui est un document annexe qui est en voie de finalisation, parce qu'au-delà de l'Office de tourisme, il y a d'autres compétences qui sont partie de l'intérêt communautaire. Dès que ce document sera finalisé, on pourra ensuite le voter en conseil communautaire à nouveau et en conseil municipal. Puis la commission qui évaluera les charges transférées pourra se réunir et acter définitivement le transfert plein et entier de l'Office de tourisme. Donc on a quelques semaines devant nous encore nécessaires pour pouvoir boucler ce transfert-là, sachant que sur les missions de base, comme je l'ai dit, le transfert est déjà acté par les statuts. Merci beaucoup Claude pour ces précisions. Oui, Yves. Oui, à propos de cette prorogation, on aimerait savoir si les subventions allouées à l'OT pour 2025 ont été évoquées et discutées, sachant que depuis 2017, la subvention de fonctionnement, hors la subvention Inforon, stagne à 240 800 €, et sachant que l'OT a aujourd'hui des problèmes de trésorerie pour boucler son budget. Elle aurait grand besoin d'une hausse de sa subvention pour fonctionner dans des conditions acceptables. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord avec les responsables de l'OT sur ce point crucial pour son fonctionnement ? Donc il y a évidemment des rencontres qui sont organisées. Il y en a une vendredi matin d'ailleurs avec la direction de l'Office de tourisme pour évoquer tous ces sujets-là et trouver des terrains d'entente pour pouvoir fonctionner ensemble. Comment ça se fait que la réunion ait lieu vendredi matin et pas avant le conseil, puisqu'on parle de ça au conseil ? Voilà, la prolongation là, elle concerne la durée de la convention. Comme j'ai dit, il y a un prorata qui sera fait au moment du transfert officiel avec l'évaluation des charges et la subvention sera proratisée et après on aura les discussions budgétaires à venir qui permettront, si subvention complémentaire il devait y avoir, de les lacter à ce moment-là. Et au niveau de l'intercommunalité, que vont devenir les animations que l'OT fait, puisque ça n'intéressera pas les autres communes? Est-ce qu'il va y avoir une association parallèle qui va être créée pour s'occuper de ça? Est-ce que ça va être scindé de l'OT ou bien est-ce que ça va rester au sein de l'OT? Alors je l'ai dit dans mon propos, mais peut-être que c'était pas assez clair, hein, c'est que la partie animation donc, qui concerne Dicanville, Rondes et Lumières et la braderie, donc ces éléments-là seront conservés par le biais de conventions entre la ville et l'office, qui ne seront pas, elles, transférées. En fait, c'est la mission optionnelle qui n'est pas transférée au niveau de l'intercommunalité, parce que ça ne concerne que le territoire de La Roche. Oui, donc il faudra vraiment que l'OT puisse parvenir à continuer à faire ces animations par rapport à un budget conséquent, en conséquence, quoi, parce que en ce moment, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, tu dois être au courant de... Oui, alors pas toutes les animations, mais effectivement, pour certaines, elles sont plutôt déficitaires, d'autres sont plutôt bénéficiaires au contraire. Donc voilà, c'est une discussion qu'il faut avoir avec un regard très précis sur l'ensemble des données chiffrées. Ce basculement vers l'intercommunalité, Yves l'a dit, il y a un budget aujourd'hui il y a un budget de 240 000 € associé à l'activité de l'OT. Est-ce que vous l'envisagez à iso-budget dans sa globalité? C'est-à-dire une partie resterait pour la partie animation au niveau de la commune et l'autre partie serait transférée, donc transfert de la compétence et donc du budget. Et finalement, comment est-ce que vous envisagez la répartition de ce budget? Alors le principe, c'est la CLEC, donc la commission d'évaluation des charges transférées qui définira. Chaque mission a été chiffrée dans le cadre des 240 800 € de subvention. Donc on sait exactement pour chacune des missions ce que ça représente. C'est la CLEC ensuite qui définira ce transfert-là, mais l'idée du transfert de compétences, c'est en fait on transfère les charges et on transfère les moyens associés. Donc c'est-à-dire qu'en fait au niveau de la commune, on transfère les charges de l'office à l'état existant au jour du transfert.
Le montant que la commune verse à l'Office du tourisme, finalement, il lui est retenu de son attribution de compensation perçue annuellement par la communauté, par la commune en provenance de la communauté de communes. Et ensuite, une fois que le transfert est réalisé, c'est l'intercommunalité qui finalement décide de l'augmentation ou pas du budget en fonction des objectifs qui seront définis à l'échelon supérieur. Je ne sais pas si j'étais clair dans mon propos. En fait, la réflexion, elle est, aujourd'hui, on arrête les montants chiffrés sur la base des 3 derniers exercices. Chaque mission est chiffrée. Les missions qui sont transférées, elles sont transférées avec les moyens qui lui sont associés, aujourd'hui donnés par la commune. Et voilà. Et ces moyens-là que la commune ne verse plus à l'Office du tourisme, pour nous, c'est un jeu blanc parce que ça nous est retenu de l'attribution qu'on perçoit. Oui, Michel. Oui, j'ai une petite question par rapport donc, à l'étude de transfert de la compétence. Est-ce que l'encadrement et la direction de l'Office du tourisme ont été associés à ce transfert est-ce que vous savez si tout le personnel qui est au niveau de l'Office du tourisme sera déjà repris d'ores et déjà ou pas? Donc là, c'est la compétence qui est transférée. Donc finalement, l'Office exerce cette compétence-là ici. L'Office ne va pas changer de statut tout de suite. Ils ont été évidemment associés depuis le début par la présidente et la directrice, voire d'autres aussi collaborateurs de l'Office de tourisme aujourd'hui qui sont informés évidemment de ce transfert. Donc c'est un travail qui se fait en commun. L'Office restera dans un premier temps associatif. Ces statuts devront évidemment évoluer pour prendre acte en fait du transfert, et puis le conseil d'administration devra aussi évoluer pour intégrer les autres communes évidemment. Et voilà, le personnel, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait de mouvement de personnel en interne pour que les mêmes compétences soient exercées dans les mêmes conditions, en fait. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au vote et donc d'approuver la nécessité de proroger d'une année la convention initiale de mission et d'objectifs 2021-2023 signée entre la commune et l'Office de tourisme, d'approuver l'avenant numéro 2 de la dite convention et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer cet avenant et tous les actes nécessaires à son exécution. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions 5 abstentions. Merci beaucoup. Point numéro 3, signature des protocoles d'accord transactionnels pour la résiliation de baux professionnels du local communal 6-11 place Hermann. Marc. Bonsoir. Donc pour rappel, la commune est propriétaire d'un local professionnel situé 11 place Hermann, un local qui fait environ 220 mètres carrés, qui est actuellement loué à des professionnels paramédicaux. Et que les professions qui y sont ont signé un bail professionnel d'une durée de 6 ans. Dans le cadre d'un déploiement d'une offre de santé sur le territoire en complément du centre, on souhaite installer une nouvelle activité médicale au sein de cette structure, une activité de cardiologie. Donc on est actuellement en pourparlers avec des cardiologues pour qu'ils puissent intégrer ces locaux-là. Donc on a rencontré les professionnels de santé paramédicaux qui étaient présents pour leur expliquer la situation et pour leur expliquer que on souhaiterait mettre fin de façon prématurée à leur baux professionnel. Donc il y a 3 professionnels de santé qui actuellement ne souhaitent pas mettre fin à leur baux. Donc on leur a proposé une solution ou d'essayer de les reloger parce que le but c'est qu'ils puissent continuer leur activité. Et pour 2 d'entre eux, ils ont accepté de rompre le bail de manière anticipée pour pouvoir libérer 2 des salles qu'ils occupent. Donc dans ce contexte, après les discussions qu'on a eues, pour s'éviter un recours éventuel au contentieux et pour essayer de gérer la situation amiable, on est arrivé à un accord transactionnel, donc un accord
qu'on vous soumet au vote ce soir. Donc il a été convenu avec Mesdames Joyeux et Madame Chotard de leur verser une indemnité par la commune de 2 400 € chacune, en contrepartie de laquelle elles s'engagent chacune à résilier le bail, à restituer les locaux et à payer les charges qui leur sont dues pour les années 2023 et 2024. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Les 5 professions paramédicales qui sont actuellement dans les locaux, donc il y a une hypnothérapeute, les 4 autres, c'est quelles activités? Donc il y a hypnothérapeute, il y a thérapie de couple, naturopathe, kinésithérapeute et professeur de yoga. D'accord. Et concernant ces 5 activités, elles vont se redéployer sur la roche, elles arrêtent, elles partent? Non, elles n'arrêtent pas. Donc les deux qui partent, donc Madame Chotard et Madame Joyeux, elles avaient plusieurs cabinets Madame Chotard en avait plusieurs et elle est en recherche actuelle, et Madame Joyeux est en recherche d'une salle pour continuer son activité sur La Roche, mais je crois qu'elle a trouvé en attendant un local pour travailler. Je ne peux pas vous dire où exactement parce que je ne m'en souviens pas. Et pour les 3 autres qui sont encore présentes, on s'est engagé, la commune s'est engagée à faire une recherche de locaux sur la commune de La Roche aux mêmes conditions dans lesquelles elles sont actuellement au niveau Place Hermann. En fait, toutes les 5 sont très contentes de travailler sur La Roche. Toutes les 5 veulent continuer à travailler sur La Roche. Et en fait, nous, on souhaite qu'elles continuent à travailler sur La Roche pour que leur activité soit le moins impactée possible par ce changement, par ce déplacement de local. Donc finalement, le bilan, c'est que ce sont des cardiologues qui vont s'installer? Alors, on l'espère. En tout cas, on est en pourparlers avec eux, oui. D'accord. Il n'y a pas de choses actées déjà? Non. Et finalement, au moins 4 des activités actuellement vont se redéployer sur La Roche ou à proximité? Les 5, normalement. Les 5 D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va enrichir l'offre. On installe des cardiologues. Enfin, si tout se passe comme prévu, en tout cas, on fait tout depuis plusieurs mois pour que ça puisse se faire. Un des freins, c'est le partage d'activités. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de l'ordre des médecins a des règles qui sont très strictes, notamment l'impossibilité de partager au sein d'une même structure une salle d'attente avec des professions de santé non médicales. Ce qui est le cas de l'ensemble des professionnels présents à l'intérieur, à l'exception de la kinésithérapeute. Donc de toute manière, il fallait qu'on trouve une solution. Et nous ne pouvions pas rompre, le bailleur ne peut pas rompre le bail, donc il fallait aller à la discussion et essayer de trouver une solution pour pouvoir libérer les locaux et installer les cardiologues, et trouver une solution qui soit décente pour que les professions qui soient actuellement en activité puissent le rester. Ok, merci. Merci beaucoup. Marc, oui, Marie. Oui, juste une remarque. Merci pour les éclaircissements. Encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas de commission municipale pour en discuter en amont et avoir un avis et un vote qui soit pertinent sur la question, parce qu'évidemment, on est tout à fait favorable à l'installation de spécialistes sur le territoire, il y en a besoin. C'est quelque chose qui joue aussi un rôle d'attractivité, donc qui est très important. Mais voilà, on se posait les mêmes questions que Patrice Contat sur le devenir des professionnels, parce que leur présence sur le territoire est aussi très importante. J'ai juste une question, si j'ai bien compris, il y a une des 5 qui n'a pas accepté l'accord à l'amiable, donc qui est pour l'instant toujours dans les locaux, c'est ça? Non, pas du tout. C'est que sur les 5, il y en a 2 qui ont souhaité partir, donc Madame Chotard et Madame Joyeux, et les 3 autres, on a re-signé un protocole qui est différent, où en gros, elles sont encore présentes pendant 1 an, donc sur toute l'année 2025, et nous, on s'engage à leur faire des propositions de locaux professionnels équivalents pour permettre leur départ. En fait, elles n'avaient aucune solution, elles voulaient continuer à exercer leur activité. Nous, on ne voulait pas les mettre dehors. Donc en gros, c'est dire, OK, vous pouvez encore rester là pendant l'année, et nous, pendant l'année, on va faire notre maximum pour essayer de trouver une solution de remplacement pour que vous puissiez quitter les locaux.
Et concernant les commissions municipales, oui, je suis d'accord avec toi. La première année, j'en ai fait une par mois parce qu'il y avait le projet de santé et le centre de santé qui se montait. La dernière date que je vous ai proposée, j'ai pas été vigilant puisque je l'ai posée le même soir qu'un conseil d'administration du CCAS. Et là, très clairement, je ne suis pas en capacité de pouvoir proposer de commission santé parce que le centre de santé est en plein dans la déclaration des indicateurs pour pouvoir toucher les subventions et j'y passe pas mal de mes soirées et de mes week-ends. Et oui, dès que possible, dès le mois de février, je reprendrai la tenue des commissions santé. Merci Marc, merci à tous. Je vous propose donc d'approuver les termes des protocoles transactionnels d'accord tels que décrits ci-dessous et tels que joints en annexe, et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer les 10 protocoles. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Finances publiques et budget, point numéro 4, l'indemnité pour le gardiennage de l'église Saint-Jean-Baptiste. La législation prévoit qu'une indemnité peut être allouée aux personnes qui assurent le gardiennage des églises communales. Il y a un plafond indemnitaire qui est prévu par la loi. Ce plafond est fixé à 503,42 € lorsque le gardien réside sur la commune et 126,91 € quand ce gardien n'y réside pas. En l'espèce et pour le cas de l'église Saint-Jean-Baptiste, elle est gardiennée par le curé qui réside sur site et il appartient dès lors au conseil municipal d'évaluer le service rendu et de fixer la valorisation de cette indemnité. Il vous est proposé de la fixer à hauteur de 503,42 €. Est-ce qu'il y a des questions? Plusieurs questions. De mémoire, il nous semble que c'est la première fois que le conseil municipal a se prononcé ou a voté sur le montant d'indemnité du gardiennage. Alors, je n'aurais pas en tête historiquement si on s'est déjà prononcé. En tout cas, cette indemnité, elle était versée. Oui, l'indemnité était versée, mais c'est vrai que ça ne faisait pas l'objet Non, a priori, non. Et vous savez pourquoi, du coup, là, vous avez décidé de mettre en place? Sans doute une régularisation aussi vis-à-vis de la trésorerie pour nous permettre de payer, d'avoir cette délibération, puisque, a priori, c'est que ça ne doit pas rentrer dans les compétences déléguées par le conseil municipal au maire. D'accord, merci. Et une autre question, c'est de revenir sur donc c'est forcément en lien. En avril 2024 et juin 2024, on vous avait posé des questions sur la mise à disposition gratuite du presbytère pour un ministre du culte, pour le curé. Donc on vous avait fait part de la circulaire du 29 juillet 2011 qui explicite le fait qu'un presbytère ne peut être mis à disposition gratuitement. Vous nous aviez à ce moment-là dit que vous alliez faire des recherches. On attend toujours. Est-ce que vous avez des éclairages à nous donner? Alors, la mise à disposition n'était pas tout à fait gratuite, puisqu'en fait, le diocèse, à l'époque, avait financé des travaux importants pour rendre le presbytère habitable, et il avait été convenu par convention qu'en échange de ce financement des investissements qui normalement reviennent plutôt aux propriétaires, on ait un loyer qui ne soit pas payé. En tout cas, il y avait un arrangement pour que le non-paiement du loyer couvre la dépense de ces travaux-là. Aujourd'hui, effectivement, à l'aune de nouveaux travaux qui ont eu à être faits, on a une discussion qui a été engagée avec le diocèse pour remettre d'aplomb cette convention et voir dans quelles conditions on se met en conformité avec la circulaire que vous mentionnez. Et donc ces discussions-là, elles sont en cours entre nos services et les services responsables de la partie immobilière au niveau du diocèse. Merci. Du coup, c'est vrai qu'il vaudrait mieux que tout cela apparaisse. De toute façon, pour conclure un bail, on aura besoin du vote du Conseil. Donc, dès lors que les choses pourront être calées, elles seront soumises à votre arbitrage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, Nicolas. Non, pas une question, mais juste vu que tu mentionnais le fait qu'il y avait une convention, est-ce que c'est possible de justement nous la partager pour qu'on sache quelle était la convention et effectivement, s'il y en a une nouvelle, qu'on puisse commencer à y réfléchir. Ok, pas de souci. Je vous propose donc de fixer à 503,42 € le montant de l'indemnité de gardiennage de l'Église versée à compter de l'année 2024 et de dire que la dite indemnité sera ensuite revalorisée en fonction des lois et règlements à intervenir et en vigueur au moment de son versement. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5, la cession de 2 équipements dans le cadre de l'acquisition d'une tondeuse pour le stade Jean-Pierre. La commune de La Roche-sur-Foron envisage l'acquisition d'une tondeuse de type autoportée destinée à l'entretien du terrain de foot et des espaces verts. Ce nouvel équipement, plus performant et polyvalent, permet de remplacer 2 machines existantes. Bien que la première tondeuse, celle du stade, ait 10 ans et soit moins performante que la future machine, elle conserve une valeur de vente intéressante. La polyvalence de la tondeuse proposée en remplacement est également adaptée à l'entretien courant des espaces verts pour éviter une duplication inutile. Il est proposé de vendre la 2e tondeuse. Ce nouvel engin permettra une meilleure optimisation de certaines tâches et rendra le service plus autonome en évitant des coûts supplémentaires pour des prestations extérieures telles que le défeutrage du terrain de foot ou la fauche d'herbes hautes dans des terrains peu pentus. Voilà. Donc après, il y a donc les caractéristiques des 2 équipements à céder, hein. La tondeuse Gianni Ferrari Turbo 4, là, et puis la tondeuse autoportée Husqvarna Rider. Voilà. Après, mise en concurrence, il apparaît que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle de l'entreprise Vaudo. Aux conditions suivantes, donc acquisition de la tondeuse Amazon Profi Opère PH 1250 4x4 au prix de 56 280 €. Reprise des 2 autres tondeuses, là, donc une au prix de 11 500 € et une autre au prix de 13 500 €. Voilà. Donc le maire, donc pour rappel de la délibération du 25 juin 2022, Monsieur le maire a reçu délégation pour décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, ainsi conformément à l'article L 2122-22, la décision de vente du matériel suffisé dépassant la valeur de 4 600 €. Il revient au conseil municipal de l'approuver et autoriser le maire à mettre en œuvre toute diligence pour parvenir à cette cession. Alors, je possède toutes les caractéristiques de cette nouvelle tondeuse là, hein, qui paraît très performante, hein, ainsi que l'utilité qu'elle va avoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Je crois que ça va dans le bon sens, hein, pour faciliter le travail de nos agents avec du matériel plus efficace. Donc merci à Jean-Pierre pour son travail et merci au service Espace Vert dans son ensemble pour globalement tout le travail qu'il réalise au quotidien, que ce soit au niveau du terrain de foot mais partout ailleurs en ville. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer d'autoriser l'acquisition d'une tondeuse Amazon Profi Hopper au prix de 56 280 € TTC, d'autoriser dans le cadre de cette acquisition la cession des matériels référencés à l'inventaire sous le numéro 2014-054 pour un prix de 11 500 € et sous le numéro 2022-041 pour un prix de 13 500 € et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 6, subvention en soutien à la population de Mayotte. Personne n'est pas au courant du drame qui a touché Mayotte il y a quelques semaines maintenant. On ne s'était pas encore réunis depuis le passage du cyclone. Et vous l'avez sans doute vu, l'Association des maires de France a appelé les communes à faire preuve de solidarité envers les collectivités de Mayotte pour soutenir la population sur place et puis au titre de notre rôle, hein, mais aussi ces communes et l'ensemble des élus dont on n'imagine pas la difficulté qui est traversée en ce moment et les perspectives complexes qui se dressent devant eux.
Nous y sommes évidemment sensibles et pour apporter, comme bien d'autres, notre pierre à l'édifice, nous vous proposons d'apporter un soutien financier par le biais de l'appel fait par l'AMF, ce soutien qui serait d'un montant de 1 500 €, c'est ce qui vous est proposé, qui serait versé à la protection civile, parce que là encore, c'est l'organisme que l'AMF a retenu pour organiser les dons des collectivités de France. Voilà pour la présentation. Est-ce que ça soulève des questions, des remarques ? Non, je vais vous proposer donc d'approuver le versement d'une subvention de 1 500 € à la protection civile et de m'autoriser à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions? Je vous remercie beaucoup pour cette solidarité dont on espère ne jamais avoir besoin à La Roche, mais dont on espère aussi que si un jour on en a besoin, on pourra en disposer. C'est à ce titre que ça nous paraissait normal de faire preuve de ce petit geste. Le point sur l'urbanisme, le foncier et les travaux, avec le point numéro 7 d'abord, convention avec le département de Haute-Savoie relative à l'archivage électronique des autorisations d'occuper le sol. Je laisse la parole à Sylvie. Alors, le département de la Haute-Savoie s'est doté d'un système d'archivage électronique en 2019. Il propose aujourd'hui aux collectivités de bénéficier de cet archivage gratuitement. La ville de La Roche-sur-Foron a choisi de conventionner avec le département de la Haute-Savoie pour l'archivage électronique des autorisations d'occuper le sol, c'est-à-dire les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolition. Sont exclus les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme que l'on veut conserver à la mairie de La Roche, puisque pour ces dossiers, ce n'est pas un archivage pérenne, perpétuel. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup Sylvie. Je vous propose donc d'approuver les termes de la convention telle que jointe en annexe et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer ladite convention ainsi que tout avenant nécessaire à sa bonne exécution. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 8, approbation du premier rapport triennal relatif au zéro artificialisation nette. Sylvie à nouveau. C'est compliqué, je vais le dire plusieurs fois. Tu pourras dire ZAN. Dans le cadre des objectifs fixés par la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette, la commune doit produire un rapport local de suivi de l'artificialisation des sols et à minima tous les 3 ans. Alors, rappel des attendus de cette loi. D'ici 2031, réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en abréviation NAF. À l'horizon 2050, zéro artificialisation nette. Le projet du premier bilan triennal de l'artificialisation des sols a été présenté aux membres de la commission d'urbanisme le 7 janvier dernier. Alors, si on parle un peu de chiffres de ce bilan, la consommation NAF entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 représente pour la commune une surface de 16,62 hectares. La commune bénéficiait donc de 8,31 hectares, donc la moitié, de consommation du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023, donc 2,66 hectares ont déjà été consommés sur le territoire de La Roche-sur-Foron. Cette consommation est due majoritairement à l'urbanisation de l'OAP numéro 8, qui est le projet Vinci à Breuilly, qui a consommé 2,3 hectares. L'enveloppe restante pour la période décennale actuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 est donc de 5,65 hectares. Le gisement actuel d'espaces naturels et forestiers en zone U et AU du PLU est estimé à 30,04 hectares. Cette surface est bien supérieure à l'enveloppe restante, comme également la surface des OAP du PLU de 11,5 hectares total qui pourraient être urbanisés d'ici 2031. Dans le prolongement de cette première étape, le premier rapport triennal, et pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs de la loi ZAN, il est important, dans le cadre de la modification numéro 1 du PLU, travaillé avec la commission d'urbanisme, de mettre en place un échéancier d'ouverture à l'urbanisation des zones A1AU, de poursuivre le travail sur l'équilibre entre les constructions et espaces en pleine terre pour les projets dans l'enveloppe urbaine, et de se réserver également le droit de mettre en œuvre le sursis sur les autorisations d'urbanisme qui pourraient compromettre les atteintes des objectifs.
Pour information, ce premier rapport triennal a été élaboré en s'appuyant sur les données de la CCPR, c'est-à-dire une trame, et les données d'occupation du sol issues de l'OCS Haute-Savoie, de la Direction départementale des territoires. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec des chiffres. Et est-ce que vous avez des questions ? Pas vraiment une question, mais plusieurs interventions et après, oui, des questionnements. Mais du coup, on est déjà ravis de pouvoir en discuter de ce sujet, vu depuis le temps qu'on l'évoque effectivement en commission et aussi dans nos prises de position sur l'aménagement du territoire, notamment en conseil communautaire. Et avant de rentrer un peu dans des échanges plus précis, il nous semblait important aussi de rappeler les enjeux et les conséquences de l'artificialisation des sols. La première cause de l'effondrement de la biodiversité, l'imperméabilisation des sols favorise les phénomènes d'inondation et de sécheresse en limitant l'absorption de l'eau par les sols. Les inondations, on l'a vu, on le voit dernièrement et on l'a vu encore hier soir, notamment rue du Mont-Blanc aux Prémices, là où ça a été inondé. Un sol artificialisé ne capte plus de CO2 et accentue du coup le changement climatique. Enfin, l'artificialisation réduit nos terres cultivables et met encore un peu plus sous pression nos agriculteurs et nos agricultrices et diminue notre capacité de résilience alimentaire. Malgré ces nombreux enjeux, la loi ZAN est parfois encore qualifiée de contrainte et non de nécessité par certains. Il nous semble important que pour les échanges et débats qui vont avoir lieu dans les prochains mois, nous prenions collectivement conscience de l'importance de réduire l'artificialisation des sols. Et du coup, j'enchaîne les questions. Ou peut-être tu voulais intervenir en préambule. Non, mais juste peut-être sur un axe plus CCPR, mais effectivement, les chiffres sur la dernière décennie, on est à 101 hectares artificialisés. Alors 101 hectares, ça parle généralement peu. Juste pour donner un équivalent, c'est un terrain de tennis par jour sur la CCPR qui est bétonné. Il faut quand même s'en rendre compte. Et après, ce rapport triennal, il montre que sur les 3 dernières années, à l'échelle de la CCPR, on a déjà consommé du coup 2,3 hectares de trop par rapport à l'objectif de réduction de moins 50%, soit l'équivalent de 88 courts de tennis qui n'auraient pas dû être bétonnés. En gros, on ne prend pas le bon chemin pour le moment, mais il est encore temps de changer effectivement de direction. Mais cela, il implique que le sujet de l'aménagement du territoire il soit sérieusement débattu, cadré et respecté, que la transcription de la loi ZAN dans nos documents d'urbanisme ne doit pas connaître la même négligence qu'on a pu voir sur le suivi du SCOT, du schéma de cohérence territoriale au niveau de la CCPR. Nous avons régulièrement justement alerté sur ces dérives. À titre d'info, sur la dernière décennie, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a artificialisé plus du double que notre commune. 35,8 hectares pour Saint-Pierre contre 16,6 pour notre commune. Du coup, on ne comprend toujours pas, en revenant là-dessus, pourquoi notre groupe a été le seul du conseil communautaire à s'opposer à la modification du PLU de Saint-Pierre, alors que cette dernière avait dépassé, comme je viens de le dire, les prescriptions du SCOT sur l'artificialisation et surtout sur la permission de construction de logements. Le SCOT préconisait 960 pour la commune de Saint-Pierre. À l'heure actuelle, fin 2023, ils en ont construit 1718. Donc ils ont clairement explosé tous les chiffres, quoi. Et dans le même registre, on ne comprend pas non plus pourquoi vous avez voté favorablement au projet d'artificialisation des 16, et c'est vrai que ce mot est dur à dire, d'artificialisation des 16 hectares sur le parc d'activités économiques des Jourdis. Moi, je voulais rajouter que donc aujourd'hui, on est sur la première étape du ZAN avec cet état des lieux qui permet déjà de sensibiliser chaque commune du territoire et du Perrechois. Les bilans ont été établis donc, selon des trames de la CCPR. Tous les bilans de chaque commune vont être regroupés et les discussions maintenant vont pouvoir s'ouvrir entre les différentes communes, les différents maires au sein de la CCPR. Et là, donc, il y a ça fera l'objet donc du prochain bureau communautaire de la semaine prochaine. Et je pense que s'il y a d'autres détails supplémentaires peuvent être donnés par Claude, qui est au bureau communautaire, ou Monsieur le maire. Non, alors je vais laisser Claude compléter effectivement Oui. par rapport à ça et puis répondre sur la partie des Jourdis puisque c'est la compétence Oui. de Claude en tant que vice-président à la communauté de communes. Oui, donc sur le parc d'activité des Jourdis, alors c'est un sujet qui va encore occuper pendant quelques mois. C'est une procédure assez complexe qui est en cours de déclaration d'utilité
d'utilité publique, qui n'est pas facile à dire non plus sur ce terrain-là. Le choix avait été fait de consolider en fait les besoins en matière économique sur ce secteur-là en prolongement de la zone existante, plutôt que chaque commune artificialise un petit peu de secteur sur son territoire communal et qu'on vienne miter enfin un petit peu l'activité économique sur le Pays Rochois. Et l'engagement est aussi pris que ce soit la dernière zone qui puisse être aménagée avec une vocation économique. Voilà, le dossier est en cours de traitement. Il sera débattu lors du prochain conseil communautaire du mois de mars aussi, le dossier DUP, je parle. Voilà, donc les objectifs économiques sont aussi importants à réaliser. Les demandes sont là de la part des entreprises qui sont déjà existantes sur le territoire, des entreprises qui souhaitent s'implanter aussi sur le Pays Rochois. D'autres enjeux aussi ont lieu sur cet événement foncier. Je pense à la nouvelle déchetterie du Pays Rochois. Je pense à l'abattoir départemental aussi, qui a une vocation de soutien à notre agriculture départementale et de cette filière-là. Donc voilà, ça fait partie des sujets importants, avec une ligne de crête qui est de prendre l'engagement que ce soit la dernière zone et que le reste des terres agricoles puisse être maintenu. Donc on a ce besoin-là, on a ce besoin d'accueil de population qui vient sur nos territoires, et puis on a ce besoin aussi de l'industrie qui souhaite se développer, et on est sur cet équilibre-là, sachant que l'État nous dit derrière, effectivement, il faut arrêter d'artificialiser les sols. Donc c'est l'équilibre, il est celui qu'on la CCPR a pris avec ces derniers secteurs qui doit être à vocation économique, avec aussi des enjeux importants de traitement. Je pense à la verticalisation des bâtiments pour optimiser le foncier qui sera mis à disposition pour la vocation économique, un traitement paysager particulier aussi pour faire le lien avec la zone agricole à côté et la zone existante. Je pense aussi au mode de transport et de rejoindre cette zone d'activité en incluant d'ores et déjà avec la véloroute départementale les modes doux et les transports en commun sur le site. Voilà, tout est fait pour que ce soit une zone de demain et pas une zone qu'elle s'est construite hier avec une consommation foncière énorme, des réserves foncières importantes des entreprises qui sont jamais utilisées et qui restent dans les PLU en tout cas comme des zones urbanisées au sens de la loi. J'ai cru que j'avais plus le droit de parler. Je vais essayer de mieux articuler. Non, est-ce que vous voulez réagir par rapport aux deux réponses qui ont été apportées? Moi, je veux bien, oui. Sur la période des jours dits, encore une fois, pour moi, vous n'avez pas répondu aux deux questions de pourquoi voter favorablement aux périodes des jours dits sur le projet. Et en fait, je peux comprendre, c'est pas être anti-économique, bien au-delà. On est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait du travail qui se développe sur notre territoire, ça on ne remet pas en question. Mais en fait, les chiffres là qui sont cités, alors là on les a via la préfecture, l'OCS, mais en fait ils étaient déjà connus. Et en fait, moi ce que je trouve dommageable, c'est qu'encore une fois, lors de ces votes en conseil communautaire, les chiffres sont connus, et en fait il n'y a pas de discussion là-dessus. On dit à Saint-Pierre, ok, modifiez votre PLU, continuez à construire, et du coup, oui, on construit aussi le parc d'activité économique. Et en fait, c'est que ces discussions n'aient pas lieu sur des sujets si importants, où moi, je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression que, comme si on découvrait, là, vous dites, la ZAN, elle arrive, et du coup, on a décidé de faire ça, et puis la ZAN vient nous contraindre. En fait, non. Encore une fois, ces sujets, ils existent. Je ne vais pas revenir sur la déchetterie, parce que pareil, encore une fois, ça a été discuté en conseil communautaire, mais le tonnage des éléments en déchetterie, il baisse. Mais on crée une deuxième déchetterie. Allez savoir pourquoi. L'étude qui dit si oui ou non on doit faire une déchetterie, on n'a pas accès. Donc en fait, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, on ne va peut-être pas parler de ça ce soir. Après, donc moi, clairement, je ne comprends toujours pas donc, pourquoi vous avez ces votes-là. Et après, tu parlais justement de le fait qu'à Saint-Pierre, ils ont déjà eu aussi cette discussion en conseil municipal. On parlait justement de la mise à jour des chiffres. Là, c'est donc la préfecture qui nous donne ces chiffres-là. Le débat, il a eu à Saint-Pierre-en-Faucigny au mois de juillet.
Et en fait, ils étaient sur les chiffres du gouvernement et pas encore l'OCS. Du coup, ils ont débattu, mais sur des chiffres totalement différents. Et moi, ça me paraît juste primordial qu'ils débattent en fait sur les mêmes chiffres que nous. Ils ont débattu comme quoi, eux, ils avaient artificialisé 27,1 hectares, alors que nous, dans les données qu'on a là, c'est 35,8. Donc encore une fois, j'ai l'impression que pour que les débats et les discussions se fassent de manière productive, il faudrait qu'on se base déjà sur les mêmes chiffres, quoi. Et étonné aussi de voir que dans ce même conseil municipal à Saint-Pierre, ils disent que les 16 hectares de la période d'aujourd'hui, ils souhaiteraient que l'artificialisation soit dispatchée sur l'ensemble des communes, alors qu'ils se sont permis justement d'exploser la plupart des chiffres prescrits par le SCOT. Encore une fois, ce n'est pas une position ferme et tranchée, c'est de dire il faut clairement qu'on puisse en discuter et que ça soit ouvert et sur les mêmes bases de données. En fait, le travail qui est mené à la CCPR là, il vise justement à consolider les données, puis d'avoir une même trame pour l'ensemble des communes du territoire, et ensuite de pouvoir les consolider pour que ce rapport triennal puisse être fourni sur des bases effectivement officielles. Et tout un travail de cartographie est fait au niveau des services de la CCPR pour homogénéiser vraiment les données pour l'ensemble des communes. Et à partir de là, on pourra effectivement débattre et avancer, j'espère, ensemble sur ces sujets-là. Et moi, rapidement, un petit rebond par rapport à la notion de contrainte que tu évoquais. Aujourd'hui, il y a globalement un accord pour dire qu'il y a un problème sur cette notion d'artificialisation des sols, de développement qui pose question et qui doit nous interpeller. C'est pour ça que cette question-là, elle a interpellé le Parlement qui s'est prononcé sur la loi ZAN. Moi, ce que je crois, c'est que, en fait, je perçois pas cette loi comme une contrainte, mais simplement comme toutes les lois. Hein, c'est-à-dire que nous, on est des élus de la République et notre rôle, c'est d'appliquer la loi et de le faire de façon exemplaire, puisque, en tant qu'élu de la République et collectivité, ça fait partie de notre rôle. Donc, on va s'attacher à le faire. Je ne sais pas si à La Roche, on est encore exemplaire. En tout cas, quand on voit les exemples que tu cites, Nicolas, on n'est pas des mauvais élèves. Ce qui doit en tout cas appeler notre vigilance, c'est bien évident, pour, quoi qu'il arrive, tenir les exigences de cette loi ZAN, puisque c'est le principe, encore une fois, de n'importe quelle loi qui est votée. Par contre, ce que je pense que beaucoup d'élus dénoncent dans la loi ZAN, au-delà de la contrainte, c'est le manque de clarté qui l'accompagne, avec des règles qui ont été définies, puis redéfinies, puis défaites, puis redéfinies. Et je crois que c'est beaucoup ça qui est pointé du doigt par un certain nombre d'élus, et qui parfois, pour utiliser une expression un peu familière, mais fait un peu tourner en bourrique tout le monde, parce que finalement, on ne comprend pas bien où est-ce qu'on veut aller. Et moi, je crois qu'une fois que cette clarté elle est apportée, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a enfin une ligne claire qui est suivie sur le sujet. On peut appliquer la règle en sachant exactement quelle règle on doit appliquer. Donc voilà, je crois que l'enjeu il est vraiment là. Après, il y a des débats qui ont eu lieu sur les spécificités locales, parce que des zones qui se sont peu développées ont peu le droit au développement, ou prendre en compte le dynamisme démographique, économique de certaines zones qui n'est pas le même partout pour égaliser ces choses-là. Moi, je crois que c'est pas notre rôle d'élu local, c'est un débat qui doit être tranché par le Parlement, et que notre rôle, c'est de faire en sorte que la loi soit appliquée. Ouais, une petite réaction par rapport à ce que tu dis. Cette loi n'a pas été faite, défaite et refaite. Clairement, si elle a des problématiques de mise en place, alors encore une fois, sans rentrer dans un débat régional ou quoi, mais clairement, l'ancien président de notre région n'a pas voulu la mettre en place, en fait. Et c'est pour ça que ça a ralenti. Alors, il y a eu des petits chamboulements, c'est de dire, est-ce que un parc dans une ville, est-ce qu'il a été suffisamment altéré pour que ça soit considéré comme artificialisé? Il y a eu des changements là-dessus, mais sur le fond de la loi, il n'a pas été changé. Et clairement, j'estime qu'au vu des enjeux, tu parles d'une loi, moi je te parle des enjeux qu'il y a derrière. Et est-ce que c'est juste on applique une loi, ou est-ce qu'on croit et on a conscience qu'il y a des enjeux super importants pour notre territoire, et dans ce cas-là, on en prend conscience et on n'entend pas soi-disant la présidente du département qui met en conformité son SRADET, mais on se pose les questions, on anticipe, parce que juste en termes de calendrier, le SRADET, logiquement, devait être, donc c'est le schéma régional de l'aménagement, qui doit être remis conforme par la loi ZAN de mémoire, il devrait déjà l'être, il a pris du retard à cause justement de le renvoquer pour le citer. Le SCOT, il doit être remis à jour en fonction de la loi ZAN en 2026.
Et du coup, encore une fois, ces discussions, pour moi, elles ne doivent pas se mettre juste dans un petit comité CCPR ou bureau des maires. Il faut vraiment que ça soit sur l'ensemble des élus et des territoires, dans le sens que, comme je disais, le SCOT, c'est 2026, mais en fonction du SCOT, après, notre plus communal, et là, on revient bien à notre ville, il devra être mettre en conformité par rapport au SCOT en 2027. Donc, toutes ces discussions, il faut qu'on les ait, elles sont super importantes, et il ne faut pas attendre le dernier moment pour que ça puisse se mettre en place. À l'échelon communal, pour redire quand même, on n'attend pas sagement. Hein, c'est aussi pour ça que la modification du PLU, elle a été lancée pour commencer à prendre en compte ces questions dans nos OAP, dont on sait que comme le PLU a été élaboré avant la loi ZAN, il ne correspond pas à ces exigences. Donc on n'attend pas le dernier moment en 2027 pour dire on intègre, et on a lancé justement cette modification pour anticiper. Je crois que c'est aussi une démonstration de la bonne volonté d'appliquer correctement cette norme, et j'ai commencé mon propos en disant qu'il est évident qu'on a un problème sur l'artificialisation, que quand on constate collectivement un problème, comme souvent, il y a différentes voies pour le régler. On peut être plus ou moins d'accord. En tout cas, la voie qui est celle de la loi ZAN, aujourd'hui, on fait en sorte de la mettre en application et d'anticiper un peu ça par le biais de la modification du PLU. Oui, je suis bien d'accord. Et effectivement, je suis assez content, comme je disais, qu'on puisse en discuter. Et je remercie aussi effectivement qu'en commission, même si j'ai l'impression d'avoir été souvent la personne à rappeler l'importance de l'artificialisation, mais clairement, on en discute et je trouve ça intéressant justement qu'on commence à anticiper dans la modification du PLU. Là, mon point, c'était plus au niveau justement CCPR parce que le SCOT va nous donner des directives. Donc, il ne faut pas que ça se fasse de manière isolée et qu'on subisse les directives du SCOT. C'était juste ça. Mais effectivement, après, pour revenir peut-être plus sur l'axe communal, on n'est pas les plus mauvais élèves. Après, si on regarde juste sur les 3 dernières années, on a quand même artificialisé trop que ce qu'on devait. On est à 2,66 au lieu de 2,49. Donc on a quand même déjà trop artificialisé. Et effectivement, comme tu le disais, Sylvie, il nous reste un capital de 5,65 hectares. Quand on additionne les OAP ouvertes à destination habitat, Tex 7,5 hectares, Sud Centaure 2 hectares, Goutette Folieuse 1 hectare 3, 0,7 sur la Martine, donc on est à 11,5 hectares. Donc on dépasse tout, mais là on parle des 5,65 à 2030, mais si on regarde jusqu'à 2050, sachant que c'est moins 50% sur la décennie d'avant et ça se reporte, en gros on a un capital de 9,9 hectares jusqu'en 2050. Donc même avec les 3 OAP, là de 11,5, on explose jusqu'à 2050. Donc en gros, c'est que clairement il y a trop d'OAP qui artificialisent si on veut respecter la loi ZAN. Et du coup, nous, ce qui nous semble important et ce qu'on a mis en commission en avant, ça a été cité, c'est d'acter en fait un sursis à statuer sur toutes les OAP qui artificialisent. Bien sûr, on anticipe le risque de droit de délaissement, il faut qu'on se pose les questions, s'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Mais clairement, la direction, pour nous en tout cas, c'est de dire on met une pause sur toutes ces OAP. Et du coup, on pense que c'est justement plus stratégique de mettre en pause sur toutes les OAP qu'une seule, parce que justement, le risque de droit à délaissement, il y a plus de risques si on le met juste... En tout cas, ça mérite discussion, parce que... Et ce qui est intéressant, c'est que ces discussions, il faut clairement, par contre, qu'on rencontre les propriétaires des terrains qui vont être concernés possiblement par ces sursis à statuer, pour leur expliquer les enjeux et de dire, voilà, on va mettre pause, pourquoi, etc., pour se prémunir d'un possible droit à délaissement. Juste pour info, droit à délaissement, c'est une possible obligation de rachat de la commune de ces terres sur lesquelles on mettrait un sursis à statuer. Moi, je voulais juste faire un rappel, c'est que le sursis, c'est seulement quand le permis est déposé. On ne va pas pouvoir aller voir les propriétaires, leur dire, si vous déposez un permis, il y a un sursis. C'est un peu compliqué. Pardon, mais j'ai l'impression qu'on se prémunit d'un risque de droit à délaissement plus facilement en allant voir les propriétaires, en disant, si vous déposez un permis, il y a la loi ZAN et pendant 2 ans, on met une pause, que de dire, vous avez déposé un permis et de le sortir au dernier moment. Non, mais c'est vrai qu'on peut leur dire quand ils viennent nous présenter un avant-projet. Parce que souvent, j'ai des demandes, des gens qui viennent se renseigner un petit peu pour savoir ce qu'ils peuvent faire sur leur terrain ou pas. Et là, on peut leur avancer le sujet. Bon, en tout cas, ce que je tiens à saluer, c'est les échanges qui ont lieu en commission urbanisme et qui ont l'air de bon augure. Je fais complètement confiance là-dessus au travail des commissions pour justement nourrir ce débat-là qui est forcément intense et passionnant au vu de l'enjeu évoqué. Patrice.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu sur notre territoire, la Haute-Savoie. Donc, c'est un territoire qui est attractif, hein, puisqu'il y a encore quelques années, hein, c'était 12 000 personnes qui arrivaient chaque année. En ce moment, c'est de l'ordre de 7 000 personnes. Hein. Donc, c'est la capacité à intégrer, trouver un logement, se déplacer, toutes ces nouvelles personnes qui arrivent dans notre territoire. Donc, notre territoire, il est attractif. Et finalement, aujourd'hui, le document que vous présentez, que tu présentes, Sylvie, il est intéressant parce qu'il met des chiffres. Il met des chiffres sur les enjeux, sur cette artificialisation, finalement les marges de manœuvre qu'on peut avoir. Et donc on objective finalement derrière des intitulés qui sont un peu obscurs quelquefois, comme la terminologie ZAN. Voilà. Donc ça met un premier pas vers cette logique de se mettre d'accord de quoi on parle et de quels chiffres on parle. Et finalement, ça va permettre quelque chose, c'est l'appropriation de cette loi par tous, certes dans cet hémicycle-là, mais aussi par les Rochoises, les Rochois et tous ceux qui ont des projets ou voudraient pouvoir faire construire, en indiquant que finalement cette loi, elle met finalement un objectif d'artificialisation. Et donc, on va devoir concilier finalement l'enjeu de développement économique, hein, tu l'as dit tout à l'heure, avec la durabilité. Et ça, finalement, ça doit être au cœur de nos échanges, avec cette préoccupation constante que nous devons avoir. Après, ce que je constate, hein, c'est que par ce jeu de moitié d'artificialisation lié à la dernière décennie, y a-t-il une équité ? Y a-t-il une équité sur la décennie qui vient de se dérouler, quand on voit la commune de Saint-Pierre, ce qu'elle a pu faire dans sa commune, et finalement le droit qu'elle a sur les 10 prochaines années, compte tenu de sa taille. Donc j'ai une question de béotien sur le sujet. Finalement, cette approche sur la zéro artificialisation nette, est-ce qu'elle est nécessairement au niveau de la commune ou est-ce qu'elle peut être remontée au niveau de la communauté de communes ? Ça, c'est tout le sujet, justement. Mais tel que la loi s'applique, on pourrait difficilement imposer à une commune en disant comme tu as beaucoup consommé, tu as créé beaucoup de droits, et ces droits-là, ils sont répartis entre tout le monde. Ce n'est pas une possibilité qui nous est laissée par la loi. Et c'était aussi une des critiques qui a beaucoup été formulée là-dessus, de dire qu'en fait, telle qu'elle est pensée, la loi, finalement, ceux qui ont été des très gros consommateurs peuvent rester des gros consommateurs, alors que ceux qui ont été raisonnables, et peut-être parfois soit par volonté politique, soit parfois par anticipation parce qu'on n'a pas fait de projet, parce qu'on construisait un projet à plus long terme, on se retrouve pris dans une tenaille où, comme on n'a pas beaucoup artificialisé, on artificialise presque plus. Ça, je sais que le sujet, il a beaucoup été porté au niveau national, au niveau du Parlement, dans les questions aussi des décrets d'application de cette loi, que les schémas régionaux doivent aussi servir à ça, à un moment donné. Mais on voit bien la difficulté de communes qui pensent beaucoup à elles avant de penser à un collectif. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils juridiques qui permettent de répartir si les communes ne souhaitent pas le faire comme ça. Mais on peut se poser la question, encore une fois, c'est pas de dire que le but c'est de pouvoir encore consommer beaucoup, parce que c'est pas le sens de la loi, mais effectivement, telle qu'elle a été pensée, c'est vrai que c'est surprenant de se dire que c'est une loi qui laisse beaucoup de marge de manœuvre à ceux qui ont déjà beaucoup consommé, alors qu'on aurait pu avoir une réflexion autre. Donc effectivement, il y a un équilibre à trouver, et j'en terminerai par là, sur le fait que finalement notre rôle à nous, c'est d'appliquer la loi. Et donc c'est en ce sens-là qu'on doit l'appliquer et la faire appliquer, et surtout y mettre de la pédagogie, du faire savoir autour de ce sujet-là qui va être extrêmement prégnant, extrêmement, je dirais, précis et cadrant sur les prochaines décennies. Oui, complètement d'accord. C'est une loi qui change vraiment la relation à l'urbanisation. Oui, Nico. Ouais, j'ai encore quelques points, mais c'était juste pour dire que, pareil, si on vient à mettre pause sur ces OAP, il faut bien préciser que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de création de logements. Parce qu'on voit qu'il y a bon nombre de constructions qui se font, ce qu'on appelle un peu la ville sur la ville. Donc on détruit une maison, on construit un immeuble. Juste pour, alors sans faire la liste exhaustive, mais sur La Roche, là actuellement, entre différents projets déjà avec des PC délivrés ou qui sont en cours d'instruction, on est à 468 logements qui vont être créés sans artificialiser. Donc en fait, on construit quand même. Donc c'est juste une précision de dire, c'est pas on met pause sur les AP, il n'y a plus de construction. Par contre, du coup, ce qui nous paraît aussi important, c'est que
Quand on voit, si on vient mettre pause, qu'il y a quand même ces constructions, c'est aussi à côté des enjeux de l'artificialisation, ce possible ralentissement des constructions, il nous semble aussi nécessaire pour que tous les services à la population, que ce soit périscolaire, santé, crèche, réseau, déchets, en fait, ils puissent répondre aux besoins de nos concitoyens. Et on a eu beaucoup le sujet aussi de la mobilité et de la circulation. On sait que plus on ajoute aussi de monde, plus ça vient saturer le trafic et du coup, plus ça rend encore complexe cette problématique de la mobilité. Et dernier point, je pense aussi qu'il y a ce point de création de logements, donc comme je l'évoquais là, on entend souvent effectivement qu'au niveau des logements, moins on en crée, plus les prix augmentent et ça complexifie les personnes qui se logent. Je pense vraiment qu'il y a aussi un point de réflexion à avoir, c'est sur le pourcentage de logements sociaux qu'on permet sur les différentes opérations immobilières. On sait qu'à l'heure actuelle, on est en dessous des 25% que nous oblige la loi et que du coup, on paye une amende annuelle, bon, qui n'est pas énorme, mais on paye quand même une amende. Et du coup, ça nous paraît aussi important de réfléchir à ce taux sur les différentes opérations immobilières et notamment avec la modification du PLU qui approche. Parce que je pense qu'on connaît tous et tous quelqu'un qui nous est proche ou nous-mêmes qui galère justement à se loger, qui travaille sur le territoire, qui anime notre territoire et qui n'arrive pas à se loger. Donc, c'est une réflexion qui nous paraît importante aussi à avoir. Moi, j'aurais deux petites observations sur le calcul, le nombre de logements qu'on peut annoncer. C'est toujours avec un bémol parce que les permis de construire, oui, ils sont acceptés, mais des fois, ils ne vont pas jusqu'au bout. Il y en a plusieurs, qu'on a déjà eu le cas, il y a des recours, où il y a des abandons, il n'y a pas des prêts. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'apporter des chiffres. Et puis, par rapport au pourcentage des logements sociaux, donc c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec la modification du PLU. Et nous, déjà, avec les entretiens des promoteurs, des propriétaires, on demande toujours 30% au lieu de 25%. Bon, après, s'ils ne suivent pas, c'est toujours compliqué de refuser le permis. Mais on a toujours cette demande en amont. Juste d'où l'intérêt de possiblement modifier le PLU pour qu'il y ait une obligation et pas juste une demande à négocier, en fait. Oui, là-dessus, on est complètement raccord, et je pense qu'on est raccord globalement. On sait qu'on a un territoire qui se développe et qui est attractif. Et le vrai enjeu pour nous, c'est de rendre ce développement soutenable dans son rythme. Parce que, encore une fois, avoir une population qui progresse de 10%, si c'est sur une année, c'est intenable. Si c'est sur 20 ans, c'est plutôt raisonnable. Et je pense qu'il faut aussi voir la loi ZAN de ce point de vue-là comme un vrai allié pour nous sur notre capacité à mieux réguler le rythme du développement de nos territoires qui sont attractifs, même s'il y a beaucoup d'autres questions à résoudre sur le prix du logement, sur la question des logements sociaux qui vient prégnante. Mais tout ça est nécessairement lié. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas faire de raccourcis non plus immédiats. Sur la loi ZAN, c'est plus de construction, c'est pas vrai. Et on sait aussi qu'on doit voir différemment la façon dont on reconstruit la ville sur la ville. L'expression est un peu à la mode, mais c'est un vrai sujet pour nous. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de prendre acte du débat. Je crois plutôt bonne. Non, tu veux? Non, c'est juste très rapidement parce qu'on a beaucoup parlé. Je fais rapide, hein. Mais c'est de revenir quand même sur les enjeux au-delà, comme tu l'as dit, de mettre pause et de calmer un peu sur notre ville. C'est vraiment de rappeler les enjeux super important de biodiversité, de gestion de l'eau, de terre pour nos agriculteurs et nos agricultrices, et du coup de nos capacités à nous nourrir localement. Et dernier point, vraiment cette nécessité d'ouvrir le débat, comme je disais, pas que ça se fasse en bureau des maires, que ça s'ouvre au niveau des élus volontaires, que la population soit mise dans la boucle de ces enjeux et de ces discussions. Merci. Merci Nicolas et merci à tous pour la qualité de ce débat. Je crois que ça montre aussi notre capacité à avoir des débats constructifs malgré peut-être parfois des points de désaccord. Et donc je vous propose de prendre acte du débat qui vient de se tenir sur l'artificialisation des sols de la commune, d'approuver le premier rapport triennal d'artificialisation tel que présenté en séance et de préciser que la présente délibération et le rapport annexé feront l'objet d'une publication et transmission conformément aux articles L2131-1 et L2231-1 du CGCT. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie beaucoup et on en arrête définitivement ce soir avec ce terme d'artificialisation qui est beaucoup trop dur à prononcer. Point numéro 9, acquisition parcelle BC numéro 123 rue des Grébelins. Sylvie. Alors, ce point, comme très souvent, est une simple régularisation suite à un bornage de la propriété de la SA Les Oliviers, rue de Grébelins.
Donc la société accepte de céder à la ville, à l'euro symbolique, 50 mètres carrés de terrain qui correspondent à une partie de la voie publique qui empiète sur sa propriété. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Sylvie. Donc je vous propose d'approuver l'acquisition susvisée des 50 mètres carrés issus de la parcelle BC numéro 123 à l'euro symbolique appartenant à la SA Les Oliviers représentée par Monsieur Defresne Christophe, de m'autoriser moi ou mon représentant à signer tous les actes afférents et documents et documents y afférents, et de dire que tous les frais inhérents sont, à la concrétisation du dossier sont à la charge exclusive de la commune. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 10, création d'une commission extra-municipale pour la sélection du nom du pôle culturel et la nomination de ses membres. Laurence. Bonsoir. La médiathèque va fêter ses 10 ans. Au printemps, 4 tables rondes ont eu lieu pour concertation. Il en est ressorti la nécessité de donner un nom au bâtiment. Nous vous proposons donc la création d'une commission extra-municipale en regroupant les commissions culture et la commission participation citoyenne, soit 16 élus, 4 anciens adjoints à la culture, Madame Guyon, Messieurs Després, Engrenat et Jobard, et 3 participants des tables rondes, ainsi que la directrice de la médiathèque et son adjointe. Le rôle de la commission extra-municipale sera de sélectionner entre 2 et 5 noms dans les propositions faites par les Rochois et de soumettre le vote via un formulaire en ligne qui sera le site Mieux voter que Nicolas nous a gentiment proposé. Et ça sera aussi mis dans les urnes qui seront disposées à l'accueil et à la mairie et à la médiathèque. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Pas de questions? Oui. Une remarque. Donc, il est intéressant de voir l'engouement des services à apporter ce sujet sur le choix du nom, mais nous nous permettons cependant une petite remarque. Vous avez refusé l'avis des Rochois sur le Vélodrome Arena. Vous n'avez pas souhaité impliquer les citoyens en amont de projets structurants comme le plan de circulation. Alors créer une commission extra-municipale pour le choix d'un nom est, pour nous, davantage du symbolique qu'une réelle démarche de participation citoyenne telle que décrite dans la délibération. On prend en note la remarque. Je vous propose de passer au vote et d'approuver donc la démarche de participation citoyenne dans la dénomination du nom du pôle culturel, d'approuver la création et les attributions de la commission extra-municipale pour la sélection du nom du pôle culturel et d'approuver la composition susvisée de la dite commission. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie et j'en profite pour remercier et saluer le travail de Laurence et de Nadège pour qui on a une bonne pensée ce soir et tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à la fois aux tables rondes et puis à l'émergence de cette idée de commission extra-municipale. Point numéro 11 sur les informations. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors une question plus une remarque sur la façon dont sont présentés les points divers. On en a parlé hier soir en conseil communautaire. Il y a certains points, par exemple la décision numéro 20-24-142, où ça serait bien d'avoir juste un tout petit peu de contexte. Ça permettrait un petit peu plus de lisibilité et de clarté dans les décisions qui sont prises. Merci. Oui, merci Marie. J'ai entendu la remarque de Benoît hier à la communauté de communes où il y a effectivement quelques lignes de contexte qui viennent préciser les décisions. Et ce que je propose, c'est que pour celles effectivement où ça paraît nécessaire, on puisse dorénavant avoir 2-3 lignes de mise en contexte qui permettent de mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Parfois des intitulés de décision qui peuvent être pas forcément flous, mais trop généralistes pour comprendre. Donc j'avais bien pris la remarque hier et on veillera à le faire pour les prochains conseils municipaux. Questions diverses. Alors avant qu'on commence, est-ce que chaque groupe pourrait nous annoncer combien de questions diverses il a? 4 questions diverses. Et 3, je vous rappelle que c'est 30 minutes qui sont consacrées aux questions diverses. Mais alors si c'est des questions rapides, tout ira bien. Je ne sais pas qui souhaite commencer, il n'y a pas de... Oui, Yves.
Ma question a trait à la patinoire qui a eu lieu pour la première fois cette année sous la Grenette, gérée par une entreprise privée. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un premier bilan concernant le nombre d'entrées qu'il y a eu à cette patinoire sur les 3 semaines de fonctionnement? Et surtout, pouvez-vous nous dire quelle était la participation financière de la ville pour cette patinoire? Oui, alors pour le moment, on n'a pas encore le bilan. Une rencontre est en train d'être organisée avec le prestataire justement pour qu'il ait pu consolider toutes ces données chiffrées et qu'il puisse nous en faire part, qu'au-delà de la fréquentation, on puisse faire un bilan plus complet. Aussi parce qu'on a eu des remarques des usagers au fur et à mesure qui nous permettent de dire ce qui a bien été et pas été. La participation, elle est absolument pas secrète. On en avait parlé au dernier conseil quand on avait, dans la décision modificative, annoncé un budget supplémentaire pour les festivités de fin d'année. On avait annoncé que c'était une subvention maximum de 25 000 € et que le coût final dépendrait du nombre d'entrées en fonction du bénéfice réalisé par le prestataire. Et donc c'est pour ça que cette réunion est en train d'être calée. Au niveau de l'eau et de l'électricité, c'est toujours pas connu? Non, eau et électricité, il va falloir qu'on attende d'avoir tous les détails de la même manière. Aujourd'hui, la seule information complète qu'on a sur l'électricité, c'est à combien est revenu le branchement parce que c'est un tarif spécial. Là, je ne pourrais pas vous le dire de tête, on n'a pas de technicien avec nous, mais on peut vous faire suivre cette information. Ok, merci. Allez, on fait chacun son tour. On a une question sur l'école Chambou et la réfection de la cour. Donc il y a eu un affaissement et je crois que tu avais indiqué que les travaux seraient réalisés d'ici les congés, enfin les vacances scolaires de février. Donc qu'en est-il en fait? Oui, alors j'avais annoncé qu'on espérait qu'il soit fait pour les vacances de février et qu'au pire il serait fait pour les vacances d'avril et les services techniques nous ont confirmé après validation des travaux à entreprendre avec les entreprises que ce serait réalisé pendant les 15 jours des vacances de février. Donc au retour de la période, la cour sera remise en état. Et donc derrière, il y a de nouveaux jeux qui pourront être installés, mais là c'est par la CCPR. Oui, après ce qui touche l'organisation interne, compétence des écoles maternelles étant communauté de communes, c'est eux qui géreront le sujet. À vous. On en économise une parce que c'était exactement la même dans le sens où on veut avoir des nouvelles sur... on gagne du temps. Du coup, comme ils en économisent une, c'est de nouveau à vous. Ah ouais. Concertez-vous avant, moi j'ai pas de problème. Non, peu importe, je ne sais pas si vous voulez... non, allez, vas-y Patrice. Ouais, j'ai une question sur la route de la Villa. Donc sur la route de la Villa, quand est-ce qu'est prévue la réfection de la deuxième partie de la route de la Villa? Alors pour la réfection, la première partie avait pu être faite comme on l'a souhaité. Pour la deuxième, on doit faire chevaucher ces travaux-là avec ceux de la communauté de communes sur les réseaux d'eau. Et donc, a priori, la communauté de communes sera en mesure de les engager cette année. Et donc, en même temps qu'ils reboucheront les travaux réseau d'eau, on pourra faire la deuxième partie de ces travaux-là. Donc, on espère que ce soit fait dans le courant de l'été. Pardon? On n'oublie pas le sujet. J'imagine bien. Oui, parce que ce qui a été remonté aussi, c'est qu'il y avait des plaques de verglas sur le bas de la route, liées finalement à des écoulements d'eau et aux températures froides. Donc ça, il y a quand même une certaine dangerosité. Mais je crois qu'on est bon. On est entre la commune de La Roche et la commune d'Étaux. Oui, la route, elle est un peu à cheval. Ouais. Et en fait, il y a une grande partie de route qui est sur la commune d'Étaux, sauf qu'on dessert très peu d'habitants de la commune d'Étaux. Et c'est souvent ça qui pose un peu difficulté. Ça avait été le cas dans le traitement du pont de la Via. Et donc aujourd'hui, après, on est en discussion avec la commune d'Étaux pour faire le nécessaire. Mais effectivement, la partie problématique est souvent à cheval. Donc effectivement, il y a cette lisibilité sur les travaux cet été. Par contre, il y a cette dangerosité là qui est actuelle. Donc je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là sur la partie verglas en bas de la route. Mais bon, oui, mais alors ça, on va faire l'alerte au service de la commune d'Étaux et voir comment on peut organiser pour la mise en sécurité de la voirie. Ouais, merci. À vous. Il vous en reste deux, j'allais dire, si j'ai bien compté, il y en a eu deux. Comme vous voulez. Non, on avait juste une prise de parole rapide qu'on n'a pas pu faire à la dernière
au dernier conseil, puisqu'on avait dépassé notre demi-heure de questions orales. Et je voulais revenir une troisième, mais dernière fois, sur le fonctionnement des commissions municipales, qui devraient être des lieux d'échange et de préparation essentiels pour les travaux en conseil municipal. Or, en 2024, on a constaté qu'il y avait quand même un nombre insuffisant de réunions pour plusieurs commissions, en dépit des exigences du règlement intérieur qui en impose 4 par an. Plus de la moitié des commissions ne respectent donc pas le règlement intérieur et ont moins de 4 commissions par an. En conséquence, des délibérations qui sont importantes arrivent directement en conseil sans avoir été discutées en commission et privant ainsi les élus de l'opportunité d'un travail collectif et approfondi en amont. Nous rappelons que l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales impose le respect du règlement intérieur. Ne pas respecter ces obligations affaiblit la qualité démocratique et ces manquements, qui semblent être parfois des détails, alimentent un sentiment de défiance envers les institutions et ils contribuent dans une mécanique qui est bien connue à l'augmentation de l'abstention, mais aussi plus largement à l'érosion de la confiance dans la démocratie. En tant qu'élu, vous devez d'être exemplaire et avez la responsabilité d'éviter ces dérives en respectant vos engagements démocratiques pour préserver la légitimité et la crédibilité de nos institutions. Voilà, donc notre demande, c'est que ces 4 commissions, de la même manière qu'on respecte le règlement intérieur sur les 30 minutes de questions orales, on aimerait que le règlement intérieur sur le nombre de commissions annuelles soit respecté. Merci. Merci Marie pour ton intervention. Alors effectivement, il y a un règlement qui est posé, qu'on a approuvé, donc qui doit être respecté. Et donc j'encourage chacun à ce qu'il puisse faire en sorte de le respecter. Moi, j'ai une alerte, et alors elle se fait à l'encontre de l'ensemble des groupes, y compris le groupe majoritaire. Donc il faut que personne le prenne personnellement, mais c'est vraiment une remarque globale. On a un vrai sujet d'absentéisme aussi parfois sur les commissions. Alors si des fois ça peut être justifié, on ne peut pas être toujours présent. Il y a peut-être un point de vigilance à avoir là-dessus aussi, parce que je sais que sur certaines commissions qui ont pu être organisées, on a eu finalement un public assez faible par rapport à la composition de la commission. Et encore une fois, je m'adresse là à l'ensemble des groupes, y compris le groupe majoritaire. Et donc, il faut aussi que cette vigilance, la consigne est entendue par tous ceux qui sont vice-présidents de commission ici, qu'elle soit entendue par les membres, que dès lors qu'une commission est convoquée, elle puisse être suivie au mieux. Voilà, j'en profite aussi par rapport à ça. Mais 2 questions du coup côté. Ouais, il nous reste 2 questions. Une sur la sécurité, donc suite au retour au plan de circulation initial, il y a tous les marquages qui ont été enlevés. Il n'empêche qu'il reste des traces au sol qui peuvent générer des interrogations ou des erreurs de conduite liées finalement à une non-compréhension finalement des traces. Donc il y a un vrai point d'attention, ça peut générer des zones accidentogènes, donc il y a peut-être à revoir ou à repasser pour des marquages au sol, à bien les enlever. Je ne sais pas si tu as eu ce retour-là aussi. Oui, en fait, on l'a eu, on l'a beaucoup constaté. Les services techniques sont sur le terrain et l'ont constaté. On a un problème par rapport à la période. Alors, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne journée pour le dire, mais comme on a eu une vague d'humide et de froid, en fait, c'est des conditions qui permettent pas du tout de repasser. Parce que quand il fait froid, faire de la peinture, ça sert à rien. Et de la même manière, quand il y a de la pluie, on a du mal à faire tenir. Donc, ça a été constaté. Les services ont missionné l'entreprise avec laquelle on a le marché. Sauf que parfois, le jour où ils devaient intervenir, ils n'ont pas pu le faire à cause des températures. En fait, le moment n'était pas idéal, mais dès lors que les fenêtres de tir rendent possible ces marquages, ils seront évidemment repris. Et dans l'intervalle, pour ce qui est des accidents qui pourraient être causés, on fera, si la responsabilité de la commune est engagée, elle sera évidemment assumée. Et si on constate, notamment la police municipale, des infractions, il est évident qu'elles seront traitées avec de bonne foi par rapport à l'éventuelle confusion qui peut être née de ces absences de marquage. Mais en tout cas, sachez, le problème est vraiment pris à bras-le-corps par les services techniques. On attend juste les fenêtres de tir qui permettent ce marquage.
il y a deux choses. Il y a effectivement le marquage et puis l'enlèvement de l'ancien marquage. C'est bien les deux, hein? D'accord. Ok, merci. Et la dernière question, tu l'as évoqué à l'occasion des vœux, hein, et nous-mêmes avons été interpellés vraiment à de nombreuses reprises par de nombreux choix sur une dégradation du cadre de vie dans la ville. Il y a de nombreux tags, de nombreux dessins qui ont fleuri un peu partout en ville, de la gare vers la rue Périne, au niveau des Traboules. Enfin, c'est vraiment, c'est sale, ça donne une mauvaise image. Il y a un vrai enjeu de propreté, de cadre de vie et de nettoyage de tout ça, parce que finalement, ça laisse penser qu'on laisse faire. Et de notre point de vue, il faudrait engager quelque chose de fort, de marqué par rapport à l'enlèvement de tout ça, d'une part, et finalement avoir une vraie politique aussi pour éviter que ça recommence. Donc est-ce que finalement il y a un enjeu de lisibilité d'une action par rapport à ces éléments-là? Alors, d'une part, sur l'enlèvement, il est évident que quand c'est sur des points municipaux publics, on agit immédiatement. Quand c'est sur le domaine privé, on n'a pas toujours la possibilité d'agir parce que légalement, on n'a pas le droit de financer des travaux sur le domaine privé. Et bien souvent, et je les comprends, les copropriétés sont un peu embêtées par le fait de devoir payer pour des dégradations qu'elles subissent. Mais la commune ne peut pas. Mais comme souvent elles disent, bah oui, mais c'est un mur qui donne sur le trottoir, bah, c'est à vous de le faire. En l'espèce, non. Le chef de la police municipale, en lien avec les services techniques, travaille à ce qu'on puisse élaborer un partenariat avec une entreprise spécialisée dans l'effacement pour que la mise en relation soit plus simple avec les copropriétés qui sont victimes de ces tags et donc qu'on puisse avoir une ville qui agit globalement rapidement parce que ce qui est constaté au niveau national, c'est que quand on a une politique pour agir rapidement, les tags ont tendance à moins revenir. Donc c'est peut-être pas tout à fait le cas au début où il y a peut-être un petit jeu du chat et de la souris qui s'installe, mais a priori il y a quand même une action efficace à long terme et donc c'est là-dessus qu'on veut vraiment travailler et insister de façon prépondérante pour l'année. C'est aussi un des points qui est traité par le CLSPD et qui le sera de façon prioritaire sur le sujet, parce qu'on est aussi dans ce cadre-là en lien avec la gendarmerie, en lien avec les services de l'État et les tribunaux, pour faciliter l'interpellation des individus qui se livrent à ces pratiques artistiques pas toujours très talentueuses, et puis qu'il y ait derrière des sanctions qui permettent d'avoir un contrepoids qui fasse qu'on se pose la question la prochaine fois avant de refaire la bêtise. Donc l'action principale, c'est nettoyage rapide, y compris si on doit passer par un conventionnement avec une entreprise pour améliorer le financement de la prise en charge par les collectivités. Traitement au sein du CLSPD avec l'ensemble des partenaires, police municipale, gendarmerie et procureur pour être efficace sur le sujet. C'est les deux angles qu'on a choisis pour mener ce combat-là, qui est effectivement extrêmement dommageable pour l'image de la ville. Et pour en parler quelquefois avec des collègues élus dans les autres communes, je crois que tout le monde s'arrache un peu la tête sur le sujet, malheureusement. Et même des endroits où on a des murs qui ont été tagués, mais là de façon volontaire, travaillés avec des chantiers participatifs, on voit que ce travail-là vient être gâché par d'autres tags qui sont, qui sont purement de la dégradation. On ne peut que le regretter. Et effectivement, l'enlèvement des graffitis est plus simple s'il est fait tout de suite. Voilà. Et parce qu'après, quand ça dure dans le temps, ça s'imprègne et c'est beaucoup plus dur à enlever. Donc, effectivement, on croit qu'il faut agir vite, de manière forte et ferme sur finalement la propreté d'une part et les sanctions s'il doit y en avoir d'autre part. On se rejoint complètement. Oui, Yves? Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une invitation. La Photothèque organise mercredi prochain à 19h30 à la salle du Parc une 3e projection de son film Mémoire rochoise. Je sais que vous êtes très occupés en soirée, mais ceux qui le désirent, qui ne l'ont pas vu, vous êtes cordialement invités. Ça parle de La Roche des années 30 à 60 et c'est 10 personnes qui témoignent du passé de La Roche-sur-Foron. Voilà. Je te remercie beaucoup, Yves, pour cette invitation qui nous permet de terminer sur une très bonne note. En informations diverses, j'avais rien de plus. Je regarde autour de la table si certains ont d'autres éléments que celui qu'Yves vient de mentionner. Non.
Eh bien alors peut-être à mercredi prochain 19h30 à la salle du parc. Encore merci à toute la photothèque et ses bénévoles pour le travail réalisé qui permettent de faire vivre l'histoire de la ville. Merci à tous pour la qualité de cette séance et de nos échanges. Et je vous dis au mois de mars pour le prochain conseil municipal. Merci beaucoup.